selon toutes les règles démocratiques, dans un pays pourtant déchiré par une guerre civile depuis 10 ans. Devant ces faits irréfutables, c'est toute la démonstration du procureur qui s'écroule. La supposée intention du président Gbagbo, la supposée organisation sur laquelle il se serait reposé, ou encore les allégations d'ordre donnés et de réunions tenues. L'intention est l'une des clés de voûte d'un procès pénal, sans laquelle la responsabilité d'un individu ne saurait être engagée. L'intention supposée du président Gbagbo de rester au pouvoir ne tient très difficilement que dans le cadre de la réalité dessinée par l'accusation. Si ce cadre se défait, si les piliers du raisonnement tombent, alors cette prétendue intention tombe de fait. Pourquoi un tel homme, qui a lutté toute sa vie pour la démocratie, et c'est à lui que la Côte d'Ivoire doit le multipartisme, changerait-il soudainement d'attitude? Notez la cohérence de son comportement pendant les 10 ans de sa présidence, sa volonté permanente de dialogue. Voilà un homme qui n'a cessé de vouloir la réunification pacifique du pays, qui, pour parvenir à la paix, a nommé dans ses gouvernements des ministres rebelles, jusqu'à Guillaume Soro, le chef de la rébellion, nommé Premier ministre, a donné aux rebelles une place au sein des forces armées, leur a garanti une présence politique, les a traités comme des interlocuteurs privilégiés, a préparé, malgré les conseils d'observateurs avisés, des élections, est parvenu à les organiser malgré un contexte très difficile, a fait campagne et était donné vainqueur par les sondages. Et cet homme-là préparerait un soi-disant plan pour rester au pouvoir quelques mois avant les élections. Il existait des raisons légitimes de ne pas tenir cette élection et donc de rester au pouvoir plus longtemps. En premier lieu, la situation sécuritaire. Vous conviendrez, dans ces conditions, que c'est un plan bien compliqué que le président Gbagbo aurait mis en œuvre, alors qu'une solution bien plus simple s'offrait à lui. Pour tenter de prouver que le président Gbagbo aurait voulu se maintenir au pouvoir à tout prix, l'accusation s'appuie sur un slogan de campagne qui, d'après elle, révélerait cette intention cachée. On gagne ou on gagne. Si elle avait interrogé ne serait-ce qu'un seul Ivoirien, elle aurait appris qu'il s'agit d'une expression commune et ancienne en Côte d'Ivoire, devenue d'ailleurs un slogan utilisé par l'équipe nationale de football, les éléphants. Et vous aurez noté que la chanteuse qui en a fait une chanson était l'animatrice de la campagne électorale d'Alassane Ouattara. Comment alors attribuer ce slogan au président Gbagbo? Le procureur prétend ensuite qu'un discours prononcé à Divo le 27 août 2010 aurait été annonciateur, sous-entendu de violences à venir. Mais ce discours, prononcé devant des officiers de police, portait sur les raisons de l'installation d'une compagnie républicaine de sécurité, une CRS, à Divo. Il s'agissait de rassurer les populations de la région en proie à des actes de banditisme lors de chaque traite de cacao. Les mises en garde du président s'adressaient donc aux délinquants. C'est un discours comme tous les chefs d'État, comme chaque ministre de l'Intérieur en prononce régulièrement. Vous noterez le procédé de l'accusation. Systématiquement sortir les faits de leur contexte. Le procureur prétend ensuite que le président Gbagbo aurait préparé les esprits à de futures violences en désignant par avance les ennemis, en les stigmatisant.
vous aurez noté qu'il est incapable de citer un seul discours de haine, un seul propos dénigrant. Il est obligé de se référer à ce même discours de Divo et au fait que les pro-Gbagbo auraient véhiculé un slogan de violence. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Là encore, il s'agit d'une expression courante en Côte d'Ivoire, née à l'occasion d'une émission de télé-réalité et qui ne recèle de violence que dans l'esprit du procureur. Notons d'ailleurs que les chanteurs qui interprètent cette chanson sont majoritairement originaires du Nord. Passons à l'affirmation selon laquelle aurait existé une organisation occulte, structurée, hiérarchisée, chargée de mettre en œuvre le dessein du maintien au pouvoir. Les débats ont montré qu'une telle organisation n'avait jamais existé. Alors le procureur prétend que le président Gbagbo aurait installé autour de lui une petite clique de fidèles. L'accusation prétend que plusieurs mois avant l'élection, le président Gbagbo aurait posé les bases de l'organisation qui mettra en œuvre sa politique d'attaque contre les civils. Encore une fois, la réalité des faits ne cadre pas avec cette affirmation. Pourquoi un homme qui prépare soigneusement une élection, qui sera qualifiée de libre par tous les observateurs, agirait-il ainsi? L'accusation en veut pour preuve qu'en août 2010, le président Gbagbo aurait signé un décret relatif à la nomination de responsables militaires, renforçant ainsi la position de militaires qui lui étaient, dit le procureur, proches. D'après elle, l'intention du président Gbagbo de rester au pouvoir pourrait être décelée à travers ces nominations. L'accusation sous-entend que ces responsables auraient fait partie d'une clique dévouée au président Gbagbo, faisant passer leurs intérêts politiques ou ethniques avant l'intérêt national. D'une part, le procureur n'apporte aucune preuve au soutien de cette allégation. D'autre part, à l'examen, elle se révèle fausse. Des généraux ont bien été promus à un rang supérieur à cette époque, mais leurs fonctions n'ont pas changé. Ils ont tous conservé le poste qu'ils occupaient depuis des années. Par conséquent, la hiérarchie militaire n'a pas été modifiée le moins du monde. Enfin et surtout, les généraux promus étaient de toutes origines. Il convient de noter aussi que Guillaume Soro, à l'époque, était Premier ministre et que toutes les nominations de responsables civils ou militaires faisaient l'objet d'un accord au moins tacite. Enfin, la plupart de ces officiers de haut rang ont été promus ensuite par Alassane Ouattara dès son arrivée au pouvoir. N'est-ce pas là le meilleur démenti apporté au procureur? Alassane Ouattara aurait-il promu des pro-Gbagbo? La réalité, c'est qu'il y avait d'un côté les forces de maintien de l'ordre d'un État démocratique, de l'autre, des rebelles venus par colonnes du Nord, pour beaucoup burkinabés, maliens, nigériens, membres de milices qui avaient terrorisé pendant 8 ans les populations du nord du pays. L'accusation voit la preuve de l'existence d'une telle clique dans le fait que Simone Gbagbo, la femme du président, aurait tenu un rôle politique. Mais ce n'est pas une révélation. Simone Gbagbo était une femme politique, militante de la démocratie, avant même de rencontrer son mari. Elle était députée d'Abobo avant l'élection de son mari. Qu'elle a eu des rapports avec d'autres députés et avec des membres du gouvernement qui étaient membres de son parti,
Quoi de plus naturel? Le procureur s'étonne de ses efforts pour commis par les forces pro-Ouattara, faute de produire un quelconque élément de preuve vérifiable et vérifié sur ce prétendu bombardement ininterrompu, l'allégation de l'accusation tombe d'elle-même. En quoi le président Gbagbo pourrait-il être tenu pour responsable des attaques des FRCI contre les habitants? Un mot maintenant sur l'absence de lien entre le président Gbagbo et les crimes allégués. Pour tenter de prouver le contrôle du président Gbagbo sur les FDS, l'accusation transforme une cérémonie républicaine au lendemain de la proclamation par le Conseil constitutionnel de la victoire du président Gbagbo en réunion occulte, pour tenter de prouver que le président Gbagbo aurait ordonné des attaques contre les populations d'Abobo. L'accusation n'est réduite à mentionner une réunion qui aurait eu lieu à la fin du mois de février 2011 avec des responsables du maintien de l'ordre, lors de laquelle le président Gbagbo aurait indiqué qu'il convenait de conserver Abobo. L'accusation prétend qu'il s'agissait là d'un ordre implicite de bombarder les populations civiles. Et c'est ainsi qu'elle tente de nouer un lien entre le président Gbagbo d'une part la marche des femmes du 3 mars 2011, d'autre part le bombardement du marché, deux événements, rappelons-le, pour le moins discutables. Comment peut-on se livrer à une interprétation aussi hasardeuse? C'est là un bon exemple de la méthode du procureur. À partir d'un fait avéré, et il était normal que le président Gbagbo tienne des réunions avec les responsables du maintien de l'ordre dans une période aussi délicate, il parvient à des conclusions particulièrement fragiles, sautant nombre d'étapes logiques. En réalité, il ne s'agit toujours que d'affirmations qui ne valent que ce que valent les affirmations. Y a-t-il eu ici un ordre d'attaquer la population? Non. Une offensive a-t-elle été organisée? Non. Rappelons qu'il s'agit ici de réinstaurer la légalité républicaine et de préserver les populations soumises aux pires exactions par les bandes pro-Soro et le commando invisible. C'était bien le devoir du président que de s'intéresser au cruel destin des habitants d'Abobo. Madame le Président, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant et je reprendrai tout à l'heure. Je vous remercie. Nous allons suspendre l'audience pour 30 minutes et nous reprendrons l'audience à 17h30.